Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Une semaine qui aurait été marquée très clairement par les discours de certains banquiers centraux, on va en reparler, par les chiffres d'inflation également aux États-Unis, et puis par un environnement de remontée de taux assez spectaculaire, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro. Toujours dans un environnement, encore une fois, marqué par les déclarations de banquiers centraux. Jérôme Powell, la Fed, a ouvert le feu il y a déjà quelques jours, quelques semaines de cela. La semaine dernière, c'était au tour de Christine Lagarde de hausser le ton sur la politique monétaire, ou en tout cas de changer de discours plutôt. Le ton n'était pas si agressif que ça, mais de passer à un discours hyper accommodant, un discours où on explique que la normalisation est nécessaire parce que la situation économique a évolué, parce qu'également les pressions inflationnistes sont là. Et puis donc tout ceci, ce contexte, a fait réagir les marchés. Alors on va déjà s'arrêter d'abord sur effectivement ces propos de Christine Lagarde qu'elle a réitéré en début de semaine, qu'elle avait donc eu lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine précédente, où effectivement elle explique que la situation en zone euro nécessite une communication qui évolue et nécessite surtout des actions de la part de la Banque Centrale Européenne qui sont un peu plus désormais vigilantes à l'évolution des prix. On rappelle que l'inflation dépasse 5%, atteint 5% en zone euro, que le taux de chômage de la zone euro évolue sur un plus bas depuis 1998, et donc une situation économique de la zone euro qui s'est nettement améliorée par rapport au pire moment finalement de la crise sanitaire. Donc on est passé d'un discours qui était encore une fois extrêmement accommodant, un discours qui se veut plus évolutif, data dépendant et on va dire en ligne avec ce qui se passe sur l'évolution de l'économie. Cette semaine, les chiffres d'inflation ont été publiés aux États-Unis également, et ça effectivement, ça a un peu mis à nouveau le feu aux poudres. La BCE avait déjà, par ce discours, généré des mouvements sur les taux au niveau de la zone euro, mais le chiffre d'inflation effectivement pour les États-Unis tombé cette semaine, qui est ressorti à 7,5%, donc le marché l'attendait à 7,3%, le consensus, on l'a eu à 7,5%, le chiffre précédent c'était 7%, donc on est au-dessus du consensus et au-dessus du chiffre précédent. Donc c'est clair que c'est une mauvaise surprise pour les marchés. Pourquoi c'est une mauvaise surprise pour les marchés? Parce que ça raffermit les craintes d'une action musclée de la part de la Banque Centrale Américaine, et juste après que ce chiffre d'inflation a été communiqué, on a entendu un des membres de la Banque Centrale Américaine, un des faucons de la Banque Centrale Américaine, James Bullard, expliquer que selon lui, il faudrait 100 points de base de hausse de taux d'ici l'été, donc d'ici le mois de juillet. 100 points de base, donc c'est 1% de hausse de taux, 1% de redressement de taux, sachant que le taux cible actuel de la Fed, il est toujours dans une fourchette de 0,025, donc il est toujours collé à 0 ce taux quasiment. Donc là, James Bullard dit d'ici l'été, il faut que en gros, on est au moins 4 relèvements de taux. Mais là où le discours est apparu comme encore plus agressif, c'est qu'il est favorable à ce que lors d'une des réunions, la Fed augmente ses taux de 0,5% d'un coup. Ce qui équivaut donc à 2 hausses de taux, ce qui équivaudrait à 2 hausses de taux de 0,25. C'est très inhabituel. La dernière fois que la Fed a fait ça, c'était en l'an 2000. Donc ça nous rappelle les souvenirs, la bulle Internet notamment. Et donc forcément, le marché n'a pas aimé les taux, notamment les taux courts aux États-Unis, le taux 2 ans notamment, hier a pris plus de 20 points de base, ce qui est un mouvement très significatif, et même plus globalement ce taux 2 ans américain, il traduit bien l'évolution du sentiment d'évolution de la politique monétaire aux États-Unis. Il était à 0,20% ce taux 2 ans américain au mois d'octobre, il est monté hier, en tout cas cette semaine, à plus de 1,60. Donc ça montre bien que le marché en fait, et on a notamment ce qu'on appelle un aplatissement de la courbe de taux, c'est-à-dire que vous avez des taux courts qui remontent beaucoup plus vite que les taux longs, que le taux 10 ans ou le taux 30 ans par exemple, et donc ça aplatit la courbe de taux, et c'est vrai que quand la courbe de taux s'aplatit, c'est que certains craignent en fait un accident de politique monétaire, à savoir que la Fed réagisse trop vite, trop rapidement par rapport à une situation. Mais c'est vrai que la Fed, on s'en étonnait lors des podcasts précédents, on trouvait que la Fed avait une tonalité qui changeait certes, mais qui n'était pas encore en ligne avec l'accroissement de l'inflation, et puis surtout de l'inflation aux États-Unis qui ne s'arrête pas uniquement à l'énergie. Quand vous regardez la décomposition de l'inflation, plutôt la composition de l'inflation, vous avez une inflation sur les biens, une inflation sur les services, sur l'alimentation, sur l'énergie, donc ça touche après toutes les strates de l'économie. Et donc ça nécessite que la Fed, avec des hausses de salaire qui progressent en plus, donc cette fameuse boucle prix-salaire qui s'enclenche, et donc ça nécite que la Fed agisse plus fortement. Alors après, il y a aussi probablement beaucoup de stratégies de la part de la Fed. Ne pas oublier que pour l'instant, la Fed procède simplement à une réduction de ses achats d'actifs
mensuelle qui était à 120 milliards il y a encore quelques mois, qu'elle va ramener à zéro d'ici le mois de mars. Ensuite arrivera une hausse de taux normalement au mois de mars, et puis une réduction du bilan à partir de cet été notamment. Mais l'action orale de la Banque centrale américaine, la simple rhétorique de la Fed, fait que le redressement fort que vous avez sur les taux courts et les taux longs, eh bien, génère en fait un durcissement des conditions financières dès maintenant, sans même attendre que ces hausses de taux interviennent. Donc en fait, le marché est déjà dans l'acceptation, dans l'encaissement de cette information, et la traduit directement par ces mouvements assez spectaculaires sur le marché obligataire. Et donc forcément, quand les taux se redressent, bien les marchés actions, quand c'est un peu trop violent sur le marché obligataire, les marchés actions n'aiment pas trop, puis celles qui aiment encore moins, ce sont les valeurs qui sont très sensibles à tout ce qui est coût du crédit, liquidité, à savoir ces fameuses valeurs de croissance, ces valeurs technologiques, alors que les valeurs dites plus cycliques, plus value, tiennent un petit peu mieux dans ce contexte-là. Donc on garde cet environnement-là, mais il est quand même très probable que la Fed n'ait pas besoin de délivrer tout ce que le marché craint d'elle en fait. Le marché commence à presser 6, 7 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Il y a quand même une partie de l'inflation, ne l'oublions pas, une bonne partie qui vient de l'énergie. Donc sauf à considérer que le pétrole monte encore toute l'année, normalement il va se calmer à un moment donné, donc ça commencera à faire stagner un petit peu l'inflation. Et puis n'oublions pas aussi qu'une partie de l'inflation américaine, et aussi un petit peu européenne, vient d'une inflation sur les biens, et notamment une inflation sur les biens qui sont importés d'Asie, importés de Chine. Et là on sait qu'il y a toujours des problèmes logistiques que la Chine, en plein dans ses Jeux Olympiques et avant ces Jeux Olympiques, s'est attaché à appliquer une politique zéro Covid qui oblige à restreindre la circulation des personnes, des marchandises aussi du coup. Et donc ce qui veut dire qu'on a des embouteillages logistiques mondiaux qui restent importants. Et ça impacte fortement cette inflation sur les biens. Et donc on voit bien qu'il y a deux critères là, de prix qui pourraient commencer à retomber un petit peu une fois que la Chine aura passé ses Jeux Olympiques, etc. Elle pourra desserrer un petit peu l'étreinte sanitaire, sachant qu'on voit en plus que la Banque centrale chinoise procède à des baisses de taux, que le gouvernement central demande aux gouvernements locaux de prendre des mesures pour soutenir le crédit, pour soutenir le financement des entreprises. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté vraiment de tuer la croissance, et ce serait évidemment complètement illogique. Mais donc on comprend bien qu'il y a un impératif sanitaire par rapport à un événement mondial que sont les Jeux Olympiques, mais que très probablement après cet événement-là, la Chine n'aura pas d'autre choix que de relâcher un petit peu cette pression sanitaire. Et donc, ça permettra à cette inflation sur les biens notamment de retomber un petit peu. Ça ne se fera pas en 3 semaines évidemment, mais c'est quand même plutôt un thème du deuxième trimestre, un petit peu comme le thème de l'énergie qui pourrait commencer à retomber aussi un petit peu au deuxième trimestre, parce que toujours là, pris dans ce contexte avec la Russie ou autre, la période hivernale également qui est propice à ces tensions sur l'énergie, quand il y a évidemment des tensions géopolitiques, c'est des choses qu'on verra quand même moins au deuxième trimestre, où les températures sont un peu plus douces également, en Europe notamment, aux États-Unis aussi un petit peu. Donc vous voyez, c'est des sujets qui devraient quand même retomber un petit peu, donc l'inflation aussi. Mais donc on est en fait actuellement dans la somme de toutes les peurs, c'est-à-dire des peurs toujours un petit peu sanitaires, mais des peurs sanitaires qui contraignent en fait les schémas logistiques, des peurs géopolitiques toujours pas réglées, des peurs donc monétaires, les banques centrales qui sont obligées d'ajuster le ton par rapport à cette inflation qui persiste. C'est vraiment ça la somme de toutes les peurs en fait. Et donc le marché, c'est maintenant qu'il encaisse tout ce risque-là, les marchés actions en Europe, aux États-Unis, c'est maintenant qu'ils encaissent. Mais très probablement au deuxième trimestre, on aura donc une détente de ces craintes à la fois obligataires, monétaires aussi un petit peu, parce qu'une fois que les marchés auront tout intégré comme risque maximal pour les banquiers centraux, et une fois que les banquiers centraux auront délivré, la Fed va délivrer des hausses de taux, ça c'est une certitude, mais comme le marché aura déjà bien finalement pricé ceci en amont, je ne pense pas que ce soit les hausse de taux ensuite a posteriori qui génère beaucoup de turbulences sur les marchés. Les turbulences, c'est maintenant, c'est quand le marché doit passer d'un rythme d'une musique assez accommodante de la part des banques centrales à une musique qui l'est beaucoup moins, et c'est ce changement, cette rotation qui fait que on a ce changement de point de vue des marchés en fait, qui se fait de manière un peu brutale et qui justifie qu'on ait cette volatilité, qui explique plutôt qu'on ait cette volatilité actuelle. C'est plutôt un thème, je pense, du premier trimestre et moins du deuxième trimestre. Donc ça c'était pour le thème de la semaine. Après c'est un peu comme pour la BCE. La BCE, quand on voit effectivement les propos de Christine Lagarde, oui le marché obligataire n'a pas aimé, ce qu'il n'a pas aimé non plus, donc c'est que quelques semaines avant, la BCE continue à avoir un discours qui était toujours très propice à l'attente, à l'observation, avant d'aller plus loin, que le ton change à un moment donné. Donc il y a aussi un petit peu de pression politique très probablement de certains pays, notamment des pays du nord de la zone euro, mais pour autant Christine Lagarde encore une fois ne s'est pas engagée dans un durcissement très fort de la politique, n'a pas donné de montant par rapport à l'ajustement du bilan, de nombre d'hausses de taux, ce genre de choses. Donc on est encore dans des propos simplement qui s'adaptent à une situation qui évolue. On ne peut pas considérer qu'elle ait eu un discours de faucon ou que son discours était de la même nature que les propos de Jérôme Powell, donc
pour la Banque centrale américaine il y a quelques jours. Donc on n'en est pas encore là. Et d'ailleurs on voit les marchés actions européens ont réagi un peu négativement, mais c'est pas la catastrophe. Les marchés qui n'ont pas aimé ce discours-là, c'est les marchés obligataires. On a vu donc ces taux s'écarter entre l'Allemagne et l'Italie. C'est toujours un peu le repère pour l'homogénéité de la zone euro. Là, quand les taux s'écartent entre l'Italie et l'Allemagne, c'est un signe un peu de défiance de la part des marchés, mais aussi tout ne repose pas sur les épaules de la BCE. C'est pas à la BCE à chaque fois de faire ce qu'on appelle de resserrer les spreads, c'est pas elle de s'assurer que les taux restent toujours homogènes. Oui, c'est son rôle quand il y a une période de tension, de crise, mais quand on sort d'une crise, c'est aussi le rôle des États de la zone euro d'afficher un discours budgétaire, un discours de politique économique pour l'ensemble de la zone qui donne confiance au marché, qui leur donne envie de continuer à prêter à l'Italie, de prêter au Portugal, de prêter à l'Espagne, etc. C'est pas systématiquement à la BCE d'assurer via une politique monétaire des niveaux de crédit et de spread qui sont resserrés. Elle a un rôle à jouer, mais les États ont aussi leur rôle, et là on est à cet embranchement où la BCE commence à adapter un discours qui est normal en sortie de crise, aux États d'assurer leur partie du job et de faire en sorte que les marchés gardent confiance dans les perspectives économiques pour la zone euro. Donc c'est aussi un rôle de politique pure qui doit s'appliquer maintenant et pas seulement de politique économique. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce que nous serions la semaine prochaine? On aura toujours des indicateurs, donc on va commencer par ce thème monétaire. Mercredi prochain, les minutes de la Banque centrale américaine, donc qui nous permettront encore une fois d'avoir des précisions sur tout le calendrier monétaire et sur l'intensité monétaire. Je vous informe également qu'il y a quelques rumeurs qui circulent dans le marché actuellement, sur les réseaux, que la Fed pourrait intervenir entre deux réunions. C'est quelque chose d'assez atypique. Elle l'avait fait au moment de la crise Covid dans l'autre sens, donc au déclenchement de la crise Covid, elle est intervenue entre les réunions pour abaisser les taux, pour annoncer des programmes d'achat d'actifs, donc elle sait le faire, mais c'est qu'intervenir entre deux réunions pour normaliser une politique monétaire, ça c'est beaucoup plus inhabituel, donc c'est sûr que là le marché n'aimera pas, en tout cas à court terme, si ça devait être le cas. Donc vous voyez, le marché bruise de rumeurs actuellement là-dessus, c'est des choses qu'on surveillera donc évidemment la semaine prochaine et qu'on ne peut pas évidemment certifier, ce sont juste des rumeurs qui se propagent dans le marché, mais qui font qu'on a encore cette appréhension là en cette fin de semaine. Semaine prochaine, donc on surveillera mercredi donc les minutes de la Fed. Si on prend après le calendrier dans le bon sens, lundi, journée très calme, pas de grosses statistiques. Mardi, on aura l'indice ZEW pour l'Allemagne, donc c'est le sentiment économique en Allemagne, donc évidemment on va le surveiller. On a également des indices de prix à la production aux États-Unis, donc toujours important ces indices de prix dans ce contexte inflationniste, de pression de la part des banques centrales. Donc il faut aussi bien voir que là le marché encaisse une forte dose de stress lié à l'inflation aux banques centrales, donc bien se dire qu'à l'opposé de ça, tout indicateur sur les prix, que ce soit via des indices PMI, des indices ISM par exemple, si les composantes prix de ces différents indicateurs d'activité, services manufacturiers, si les composantes de prix, sans même attendre le prochain chiffre d'inflation, commencent à montrer déjà des petits tassements, des replis par rapport au mois précédent, ce sera déjà une première indication qu'on commencera à plafonner sur l'inflation et donc tout de suite le marché pourrait commencer à je dis pas à se détendre massivement d'un coup, mais quand il est très stressé, si vous avez un ou deux ou trois indices de prix, de composantes de prix qui commencent à baisser en dehors des chiffres d'inflation, mais via les indices PMI ou ISM par exemple, c'est déjà d'un premier signe que l'inflation commencera à plafonner et donc ça pourrait commencer à détendre un petit peu le marché obligataire et le marché action. Donc on se verra tous ces indices de prix, notamment prix à la production aux États-Unis mardi prochain. Mercredi, donc là aussi des indices de prix pour la Chine, prix à la production, prix à la consommation. On aura également des indices de prix pour le Royaume-Uni, les chiffres d'inflation au Royaume-Uni. On aura mercredi toujours les ventes au détail aux États-Unis et puis des discours de banquiers centraux, notamment le fameux James Bullard qui a mis le feu aux poudres cette semaine avec son discours très faucon, très pro-normalisation rapide de la politique monétaire. On aura Mester également, qui est un faucon, c'est une femme, une faucon de la Fed. Donc voilà, mercredi, grosse journée, une journée clairement sur la Fed, et puis on tiendra la fin de semaine tranquillement, avec la confiance des consommateurs en zone euro, et on aura également des chiffres sur les ventes de logements aux États-Unis. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.